Tout d'abord, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? C'est en fait parce que on se rend compte au fil du temps que on a parfois des très très bons projets, mais que tout ce qui touche la méthodologie liée à la recherche-action n'est peut-être pas toujours à la hauteur de la qualité des projets et que donc ça fait que certains projets ne peuvent pas être soutenus. Donc c'est pour ça c'est la deuxième fois qu'on organise ce webinaire pour essayer de remédier et vous apporter un maximum d'informations et de soutien pour remplir au mieux votre dossier de candidature. Alors, avant de passer la parole à Ségolène, moi, je voudrais juste profiter de l'occasion pour vous présenter un petit peu le fonds Dr Daniel de Koning et revoir avec vous dans les grandes lignes les conditions d'éligibilité pour les bourses. Alors, comme je disais tantôt, il y aura un moment pour les questions, mais ce qu'on vous propose, c'est peut-être qu'on laisse aller les présentations, notez vos questions et on y répondra en fin de présentation. L'objet ici est surtout de se focaliser sur la recherche-action, donc pas de répondre à des questions individuelles sur des éligibilités et autres. On va essayer de rester de façon plus globale. Voilà. Donc, en fait, pour commencer, le Fonds Dr Daniel de Koning, c'est un fonds qui existe depuis 2017. Donc, l'année prochaine, il va fêter ses 10 ans. Et depuis 2018, nous lançons des bourses pour les professionnels de la première ligne avec des objectifs pour les bourses qui ont un petit peu évolué avec le temps. Alors là, le Fonds Dr Daniel de Koning, en fait, il soutient des professionnels de la première ligne. Il soutient à la fois les professionnels, mais il soutient également les personnes qui ont besoin de soins et dans le but d'améliorer la qualité, d'améliorer la santé et d'améliorer la qualité de vie des personnes. Toutes les activités toutes les initiatives sont aussi bien locales, régionales, nationales et maintenant également aussi de plus en plus internationales. Alors, le slide suivant vous permet d'avoir une vue sur tout ce que fait le Fonds Dr Daniel de Koning. En fait, les bourses, c'est une petite partie de tout ce qu'on peut faire. Donc, je vous invite à éventuellement aller consulter le site internet du Fonds Dr Daniel de Koning, où vous verrez toutes les possibilités et toutes les actions du fonds, et également de vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant de tous les appels à projets qui sont lancés par le fonds. Alors, je voudrais vous cadrer un petit peu les bourses. Donc, ce sont des bourses qui sont destinées aux professionnels de la première ligne de l'aide et des soins en Belgique. Donc, l'objectif est en fait de développer des nouvelles formes de collaboration. Donc, la notion de collaboration est extrêmement importante. Et éventuellement, s'il y a déjà des collaborations qui existent, il est possible d'essayer de les améliorer, mais améliorer de façon innovante, donc vraiment apporter un plus et dans le but d'optimiser l'aide et les soins aux personnes dans leur vie quotidienne. Dans leur vie quotidienne, on dit aussi à la maison, mais à la maison, c'est assez large comme interprétation. Ça peut être effectivement un bénéficiaire qui vit chez lui, mais ça peut être aussi une personne âgée qui va être en maison de repos, ça peut être un jeune qui est dans une institution. Donc, parce que quelque part, ça devient leur lieu de vie. On veut surtout valoriser une personne. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est donner, si vous voulez, une sorte de bulle d'oxygène à une personne qui est active sur le terrain et lui permettre d'approfondir une question de recherche, puisque si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par de la recherche dans une thématique à laquelle elle est confrontée. Le but, évidemment, c'est d'avoir un impact qui doit être direct pour vous. Ça doit quelque part changer quelque chose dans votre pratique. Ça doit être tangible pour vous, mais aussi pour les personnes, les bénéficiaires de l'aide et des soins, et aussi pour votre réseau, puisqu'évidemment, les résultats ou ce que vous allez apporter comme changement, on voudrait bien qu'ils puissent aussi profiter plus largement qu'à votre pratique. Alors, simplement, vous êtes ici pour de la recherche-action, mais sachez que donc il existe aussi les mêmes bourses pour des voyages ou séjours d'immersion avec la même thématique.
Qu'est-ce qui change? C'est le budget. Pour faire de la recherche action, vous pouvez avoir un budget jusqu'à 35 000 euros qui doit couvrir notamment le temps que vous libérez pour votre recherche, parce que vous allez voir dans toute la recherche action, il y a énormément de contacts avec les parties prenantes, il y a du terrain, et donc ça peut être utilisé pour organiser des réunions. Une petite partie peut être éventuellement allouée aussi à l'appui scientifique auquel vous feriez appel. C'est pour des déplacements, pour des consultations de bases de données, pour également implémenter ce que vous allez obtenir comme résultat, mais pas pour du matériel. Donc, c'est pas le but d'acheter un ordinateur. Par contre, si vous avez besoin d'un programme spécifique pour votre projet, ça, ceci peut entrer en ligne de compte. Dans les critères d'éligibilité, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, professionnel à première ligne. Donc, vous êtes le premier contact pour le patient dans son lieu de vie. Vous devez garder une activité sur le terrain. Ça, c'est de la recherche-action et on attire votre attention là-dessus. Vous devez garder un pied sur le terrain et vous devez être sur le terrain depuis au moins 3 ans et y consacrer plus de la moitié de votre temps. Donc ça, c'est important. On ne considère pas comme présent sur le terrain le temps que vous passeriez, par exemple, à donner des formations. Donc ça n'entre pas en ligne de compte sur votre temps de terrain de première ligne. Et la personne qui introduit le projet, c'est la personne qui va mener la recherche, qui est aussi la personne qui est active sur le terrain. Et si, au terme de l'évaluation que se fera le jury, vous êtes invité à présenter un pitch pour présenter votre projet, c'est également vous qui devez être présent à ce moment-là. Les projets que vous nous soumettez, ce sont aussi des nouvelles initiatives, donc des initiatives que vous allez commencer. Le temps de l'appel, de la sélection, ce sont des projets qui vont débuter en 2027. En termes d'éligibilité, si vous pouvez soumettre un projet comme indépendant, mais vous pouvez aussi être employé par une organisation qui vous libère en quelque sorte de vos tâches classiques pour que vous puissiez mener votre projet. Donc, dans ce cadre-là, on vous demandera de fournir l'accord de votre employeur et de remplir un dossier qui s'intitule dossier compte tiers. Sinon, vous remplissez un dossier compte personnel. Compte propre, voilà. Évidemment, nous, on ne poursuit pas le soutien de projets qui ont déjà été soutenus précédemment, donc vous ne devez pas avoir reçu précédemment un soutien via les bourses. On ne veut financer que ce qui n'est pas finançable par ailleurs. Donc, c'est pas la stratégie de votre organisation qu'on va financer, c'est vraiment un projet, une initiative personnelle. On voudrait que le projet démarre dans les 6 mois, donc après le début, donc grosso modo que pour fin juin au plus tard, vous soyez en mesure de démarrer votre projet. Et élément important, c'est d'avoir suivi le webinaire pour soumettre un projet. Et donc, comme vous êtes là, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, vous êtes bienvenus à soumettre un projet. Peut-être aussi dans tout ce qui n'entre pas en ligne de compte. Il y a ce sont des choses que vous avez déjà pu percevoir, mais si vous avez une fonction de management ou de coordination, vous n'êtes pas la personne éligible pour mener le projet. Vous pouvez bien sûr contribuer au projet, aider la personne qui est sur le terrain à constituer son dossier, mais ce n'est pas vous qui êtes la personne éligible, je dirais, pour les bourses. Nous ne finançons pas non plus de la recherche qui est menée par des centres universitaires, des centres hospitaliers ou des hautes écoles. Ces centres peuvent éventuellement apporter un appui scientifique pour le projet, mais ce n'est pas le centre qui gère le projet. On donc des partenariats, puisqu'on veut des nouvelles collaborations, donc les partenariats qui existent déjà ne font pas partie de ce qu'on appelle les nouvelles collaborations. On ne va pas non plus soutenir des projets d'associations, de fédérations, ni des projets ou des bourses qui sont déjà en cours et ou pour lesquelles vous voudriez un complément pour disséminer ou valoriser vos résultats. Et dans le cadre de la recherche-action, tout ce qui est formation ou participation à des congrès n'entre pas non plus en ligne de compte. Alors, quand le jury va évaluer les projets, les principaux éléments qu'ils vont prendre en considération, c'est bien sûr votre motivation à mener à bien ce projet,
l'intérêt de la thématique pour les acteurs de la première ligne. Là, ils vont évaluer aussi l'importance de la collaboration que vous initiez et l'intérêt de cette collaboration entre les autres acteurs de la première ligne, l'impact que ces bourses et que vous pourriez et les changements que vous pourriez amener au travers de votre projet et également la réflexion que vous auriez menée par rapport à tout ce qui est dissémination et implémentation du projet, non seulement au niveau de votre réseau, mais également, ben, si possible, au-delà. Et alors, aussi, on vous invitera à partager comment dire, ce que vous avez appris avec d'autres boursiers. Et ça, disons, l'idée, le projet, c'est de dire, on va organiser, si vous êtes sélectionné, on organisera probablement au début du mois, début de l'année 2027, une réunion avec tous les lauréats où il y aura un moment d'échange et on vous aidera. Alors Ségolène et In pour le côté néerlandophone vous aideront à bien canaliser votre projet. Et également, on voudrait aussi qu'il y ait un moment d'échange avec les lauréats précédents, parce que je pense que voilà, ça peut toujours être une façon d'apprendre, de voir un peu les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et comment ils les ont résolues. Important aussi, puisque vous allez proposer un projet de recherche, c'est d'avoir des hypothèses ou des questions de recherche qui soient bien formulées. Vous allez voir, et Ségolène y reviendra, que vous ayez un plan d'action qui soit de bonne qualité, où clairement on voit quelles sont les parties prenantes que vous allez non seulement contacter, mais surtout impliquer. Comment vous allez également faire en sorte d'avoir cette réflexion continue de monitoring, d'analyse et d'adaptation de votre projet. L'ancrage scientifique, je l'ai déjà dit, c'est aussi un élément important. Et également, ben, ce qu'on voudrait, c'est de voir comment est-ce que votre projet va pouvoir apporter du changement dans le temps. Donc, c'est l'ancrage durable de cette collaboration. En pratique, vous avez jusqu'au 7 septembre pour introduire votre dossier. Le 16 octobre, la date, c'est là, donc il y a la réunion de délibération des membres du jury qui va, alors à ce moment-là, dans la semaine qui précède, en toute vraisemblance, vous allez recevoir une invitation pour ceux qui sont invités à pitcher leur projet. Fin octobre, au plus tard, vous devriez avoir le retour et savoir si votre projet est sélectionné. Et début 2027, on fait une réunion kick-off avec les autres lauréats de cette année et les lauréats de l'année précédente. Donc voilà, je pense que le webinaire, vous avez compris que le webinaire était obligatoire et la présentation d'aujourd'hui sera également disponible sur le site web dans les jours qui viennent. Voilà, je passe la parole à Ségolène. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais présenter, partager l'écran. Normalement, tout est OK. Je regarde Rémi. Et oui, vous voyez. Voilà, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci Isabelle pour l'introduction. Alors, je ne suis peut-être pas la spécialiste de la recherche-action, mais c'est vrai que c'est une approche de recherche que j'apprécie particulièrement en étant notamment coordinatrice d'un centre de recherche et de support en promotion de la santé. Domaine dans lequel la recherche-action, en fait, a beaucoup d'importance, sur plusieurs niveaux et je suis ravie d'avoir été invitée à intervenir dans le cadre de cette, bourse. Et je suis aussi, chercheuse post-doc à l'ULiège dans le cadre de la chaire, Beehive qui est notamment soutenue par, le fonds Daniel de Koning. Et Ine de Klerk qui est là, aussi, elle animera le webinaire néerlandophone demain pour, les boursiers flamands. Alors vous l'avez compris, l'objet de la présentation ici, c'est pas de faire de vous des chercheurs et des chercheuses, aguerris et tout à fait prêts à à entamer, une recherche-action de longue haleine, mais de vous préparer à mobiliser en fait les balises qu'offre la recherche-action pour, mener à bien votre projet, votre idée de projet, qui vous amène, je suppose, ici ce midi. Donc je vais quand même expliquer brièvement qu'est-ce qu'on entend par recherche-action. On va
passer en revue les principales caractéristiques de ce type d'approche et de quelle manière est-ce que vous pouvez vous en servir pour construire votre projet et donc construire votre dossier hem, au sein à envoyer au fond, pardon. Et vous donner on a préparé avec Ian quelques tips, quelques conseils pour vous aider à préparer ce dossier. Puis évidemment, on aura un moment questions-réponses. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous permettre d'abord de choisir de manière éclairée l'option recherche-action dans le dossier. Heu, Comme, Isabelle l'a dit, il y a aussi l'option, voyage d'immersion, mais il y a aussi l'option de ne pas déposer un dossier. Et donc le projet, la présentation ici, elle vous sert à vous dire: «Est-ce que ça me correspond, ou pas, cette option de recherche-action?» Comme je le disais, ça va vous permettre, de mieux comprendre les caractéristiques de la recherche-action telles qu'on la con on les conçoit ici dans le cadre de cet appel. Ça reste, une introduction, une exploration de ce que c'est que la recherche-action, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais ces principales caractéristiques, comment vous pouvez les utiliser pour, rendre votre dossier, intéressant auprès du jury. Et donc maximiser les chances de réussite de votre dossier et in fine quand même de votre projet aussi, sur le terrain. Et puis ça va vous permettre de commencer à préparer votre, projet pour candidater et de trouver des outils et des ressources, qui pourraient vous aider à le préparer. Alors, on se lance. Qu'est-ce qu'on entend par recherche-action? Bah, juste pour la petite image, vous l'avez compris, la recherche-action, c'est quelque chose qui articule des aspects de recherche et des aspects d'action, un peu comme un tandem, avec, parfois c'est l'action qui va guider, qui va être, à la place, de la personne qui tient le principal guidon de ce tandem et puis parfois c'est la recherche. Il y a comme ça quelque chose de l'ordre d'une articulation qui peut, qui évolue en fait tout au long du processus. Hem Et donc c'est un style de recherche plus qu'une méthode, parce qu'il y a pas vraiment une méthode, une manière de faire de la recherche-action, il y en a beaucoup. Mais par contre, elle est quand même guidée par une certaines principes et certaines caractéristiques qui sont très importantes et qui rendent la recherche-action quelque chose de commun entre les différentes manières de la pratiquer. Vous l'avez compris, ça consiste à combiner une démarche d'action, chose qui, a priori, vous est plus familier si vous êtes, acteur de terrain, à une démarche de recherche, chose qui pourrait être un petit peu plus, hem, une découverte un peu plus importante pour vous si, vous avez jamais pratiqué la recherche, mais peut-être pas. Hem Et donc l'idée de combiner les 2, c'est pas juste de faire 2 choses en parallèle évidemment, c'est de se servir de l'un comme de l'autre pour atteindre un objectif qui est commun. Donc la finalité d'une recherche-action, ça va être de changer une situation. Ça, c'est le quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est vous êtes certainement ici parce que vous avez des hypothèses et que vous avez envie de changer quelque chose. C'est quelque chose qui est c'est une démarche qui est très familière pour des acteurs de terrain et c'est pour ça que la recherche-action a tout son sens et donc comment est-ce qu'on change une situation? Souvent, c'est pas évident de savoir comment s'y prendre et la recherche-action, ce style de recherche, en fait, offre des balises pour vous permettre d'y arriver, hem, tout en ayant une posture et une pratique réflexive de ce que vous observez et de ce que vous voyez tout au long des changements que vous essayez de générer dans la situation. Et alors, moi j'aime bien dire, et c'est un peu la spécificité de notre centre, du réseau, c'est de se dire que finalement, là où la recherche fondamentale, elle s'intéresse plutôt aux problèmes et à bien comprendre les problèmes, bah, la recherche-action comme d'autres, types de recherche, elle s'intéresse à la science des solutions. Donc, on n'est pas dans la science des problèmes, on est dans une science des solutions et c'est une la recherche-action est une des types, un des types de recherche qui peut permettre, voilà d'explorer des solutions, et de les mettre en œuvre et c'est à ce titre qu'elle est particulièrement pertinente, je pense dans le cadre du fonds Daniel de Koning. Alors la chercheuse actrice ou le chercheur acteur, j'intervertis parfois le genre, travaille évidemment avec et pour les parties prenantes et pas sur les parties prenantes. Là je vais pas m'attarder sur la distinction qu'il peut y avoir entre, de la recherche fondamentale et la recherche, action, mais vous l'avez compris, l'idée c'est pas d'analyser des gens, d'analyser des réactions des gens sur quelque chose, mais c'est de travailler avec eux.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un principe fondamental sur lequel on va revenir plus tard? Parce que la recherche-action, elle part du postulat que si on veut changer une situation, il faut que l'ensemble des parties prenantes y participent. Sinon, en fait, les freins, que vous allez rencontrer ne vont pas permettre de pérenniser le changement. Et donc dans le but de pérenniser un changement, il faut leur implication, à plusieurs niveaux et tout au long du processus et évidemment une implication consentante. Alors, le chercheur-acteur, il va prendre part au processus de changement, notamment par l'action, et il va mobiliser des outils de la recherche, à chaque moment, à chaque étape de ce processus de recherche-action pour soutenir les réflexions. Les siennes évidemment, mais aussi celles des parties prenantes. Donc la participation des parties prenantes tout au long du processus, elle est fondamentale, mais elle est pas juste dans la consultation ou dans le recueil de données, mais elle est aussi dans les réflexions, de réfléchir avec et pas pour eux et certainement pas sans eux. Et donc la réflexivité, vous allez voir qu'elle est au cœur de tout le processus de votre démarche, comment concrètement ça se présente? Bah, en organisant des moments réflexifs, des moments où on réfléchit ensemble et pas des moments où vous apportez un savoir, aux autres. Et donc tout l'enjeu ici pour vous, ça va être d'imaginer une démarche de recherche où vous ne savez pas où vous allez arriver. Et c'est ça la complexité, de planifier une recherche-action et c'est pour ça que ce webinaire, il existe aussi, c'est pour vous donner quelques repères. Alors, une recherche-action, ça se présente un peu comme, comment on appelle ça? Ces montagnes russes parce qu'il y a un processus cyclique, et réflexif tout au long. On commence souvent donc tout en bas là de cette, horrible montagne russe, on commence souvent par planifier, par préparer son action. C'est ce que vous allez faire dans le dossier de candidature. Ensuite, on arrive souvent à une phase ou à une étape où on se met en action. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Même si on se sent pas tout à fait prêt, il faut tester, il faut se mettre en action sans s le certainement pas seul, pardon. Donc on se met en action avec les parties prenantes. Puis il y a toujours cette phase où pendant l'action et après l'action, ben, on s'intéresse à observer, à documenter ce qu'on observe, ce qui se passe, hein, comment le changement se produit ou ne se produit pas, pourquoi il se produit et pourquoi il se produit pas. Donc là, vous entendez les automatismes de la recherche qui reviennent et puis on analyse et on se met en réflexion sur ce qui s'est passé, pas pour rien, mais pour finalement réviser son action. Et alors là, on commence une nouvelle boucle, c'est-à-dire qu'on fait un retour sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre manière de faire pour que, ça fonctionne mieux la prochaine fois? Et on recommence une nouvelle boucle un nouveau cycle de recherche-action en ayant révisé son action, en en recommençant notre mise en action un peu différemment, un peu améliorée, en observant à nouveau, en documentant à nouveau pour enfin analyser, se mettre en réflexion et réviser. Et il peut y avoir comme ça des boucles de réflexion et de recherche-action, pendant très longtemps, heu, évidemment. Et vous allez voir, on va en parler après, mais dans le dossier de candidature, on vous demande d'en avoir au minimum 2 et de montrer de quelle manière heu, vous prévoyez 2 boucles de recherche-action, 2 cycles. Prenons, un exemple que j'ai alors je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas professionnelle de première ligne, de soins. Je n'ai pas du tout cette, formation-là à la base. Mais, je me suis tentée quand même à imaginer un projet qui me semble être, réaliste. Le but d'un projet, ça pourrait être, par exemple, d'améliorer les collaborations entre les ergothérapeutes et les médecins généralistes. On l'a dit tout à l'heure, la collaboration interprofessionnelle, elle est au cœur de cet appel. Et on pourrait se dire: «Bah, mon 1er cycle, le but de mon premier cycle, ça va être de co-créer une solution adaptée à cette amélioration des collaborations». Bah, je vais commencer par analyser bien le contexte, peut-être faire des observations, peut-être faire des focus group, peut-être faire des ateliers de réflexion avec des ergos séparément, des médecins. Voilà, il y a plein de manières de faire, mais d'abord j'analyse bien le contexte, c'est quoi le problème? Et même si vous êtes vous-même soit ergothérapeute, soit médecin, ça ne veut pas dire que vous avez tous les savoirs, à disposition. Et donc l'enjeu ici de cette phase d'analyse, ça va être d'aller à la rencontre de l'autre. Ensuite, vous pourriez, travailler avec un petit groupe de personnes, ou tout seul si c'est pas possible. Il faut bien se rendre compte que parfois le contexte est pas forcément favorable à l'idéal et ça, on en reparlera après aussi. Mais on co-crée un prototype de solution, un prototype, de je sais pas quoi, d'outils, qui pourrait favoriser les collaborations entre les ergos et les médecins.
Donc là, on est dans l'action, hein, l'étape 2. On va évaluer ce prototype. On va le montrer à certaines personnes concernées, aux parties prenantes, en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez comme frein? Qu'est-ce que vous voyez comme levier? Qu'est-ce qui pourrait freiner son implémentation, son utilisation, etc. On va l'améliorer. Hop, on a fini notre première boucle de recherche-action. OK. On recommence une deuxième à partir de cette amélioration du prototype où là, on va se dire: «Bah, maintenant, on va l'expérimenter un petit peu» et donc on va mettre en place ce prototype dans quelques cabinets, par exemple. On va l'expérimenter sur 3 semaines. Ça veut dire qu'on imagine de quelle manière on va évaluer son utilisation, hein. On va pas juste le donner. Mais donc vous, votre job de et là, c'est peut-être la casquette de recherche qui doit être mise sur la tête, c'est de quelle manière je vais documenter cette expérimentation. Comment je vais faire pour avoir un retour sur, l'expérience des médecins et des ergots de cet outil? Et puis, pardon, vous pourriez organiser un focus group d'évaluation, vous pourriez organiser un atelier d'évaluation avec les personnes qui l'ont utilisé. Donc il faut imaginer de quelle manière vous allez, comme je disais, avoir ce retour sur utilisation. Et vous allez pouvoir l'améliorer, cet outil et peut-être que ces données que vous avez collectées tout au long du processus vont vous dire, c'est que peut-être que cet outil en lui tout seul ne suffit pas. Il faut peut-être l'accompagner de recommandations d'utilisation, d'un guide d'utilisation, ou j'en sais rien. Mais donc mais les données que vous allez récolter tout du long peuvent venir vous faire réfléchir sur la forme de l'outil que vous aviez imaginé à la base et venir vous remettre en question finalement ce que vous aviez, mis comme hypothèse, le départ et ça, c'est très important dans la recherche-action d'accepter que peut-être la solution que l'on pensait être idéale, ne l'est finalement pas, mais en sachant comment la réviser pour qu'elle soit plus adaptée au contexte. Voilà, donc le cycle 1 a permis de créer et d'ajuster un prototype. Le cycle 2 a permis de le tester en situation réelle, de l'améliorer, de préparer sa diffusion. Mais il pourrait y avoir un cycle 3 ou un cycle 4, et cetera, avec tout le temps ces mêmes étapes que je vais revoir par la suite. La démarche de recherche-action, elle va être pertinente quand il y a un besoin de changement, vous l'avez compris, mais que le contexte est complexe. Que le changement va être complexe parce qu'il implique de multiples acteurs, parce que, il y a pas de solution toute simple, et qu'il faut y réfléchir à plusieurs, et que pérenniser la solution va impliquer de devoir produire des connaissances pratiques, on l'a vu tout à l'heure. Hem, Par contre, elle va pas être adaptée, la recherche-action, si, par exemple, vous vous limitez à cartographier le problème sans viser de changement. Hein, c'est ce que je disais. Alors vous vous retrouvez dans cette science des problèmes, qui est très importante, mais qui est pas ce qu'on recherche ici. Donc cartographier quelque chose, faire passer un questionnaire, ce n'est pas de la recherche-action. Si vous appliquez le cycle qu'on vient de voir sur cette idée, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le changement n'est pas clair et que peut-être que le questionnaire n'est pas le meilleur moyen d'y arriver. C'est pas non plus élaborer quelque chose de uniquement théorique, que l'on n'a pas confronté à la pratique. C'est pas non plus considérer, les parties prenantes uniquement comme des exécutantes, par exemple, faire passer un questionnaire, et ce n'est pas modifier quelque chose dans la pratique sans la documenter et l'évaluer. Donc il y a cette dimension recherche qui reste importante. Alors j'ai mis ici quelques exemples des recherches-actions qui sont issues de l'édition précédente. Par exemple, le premier ici, de À petits pas, le changement attendu, c'était de créer un réseau de professionnels formés au dépistage des troubles neurovisuels. Sa question de recherche, c'était comment cette mise en réseau, et la formation de ces professionnels permettent d'améliorer le dépistage. Alors, je vous passe, des détails, de contexte qui expliquent pourquoi cette question de recherche est pertinente par rapport au contexte, de la personne. L'infirmier de rue, le changement attendu, c'était de développer un outil rétrospectif et projectif sur le rétablissement, des personnes relogées via le programme Housing First et sa question de recherche, quels sont les facteurs qui favorisent le rétablissement de ces personnes et comment cet outil peut améliorer l'accompagnement, au rétablissement et au maintien au logement des personnes qui bénéficient du programme Housing First. Et puis le troisième, le changement attendu, c'était d'améliorer la communication interprofessionnelle autour de l'accompagnement des sans-abri à Liège, avec cette question de recherche de comment renforcer cette communication et l'hypothèse qu'elle se posait, c'était en quoi le réseau santé wallon est une solution adaptée ou non, ou comment l'adapter. Donc vous voyez que les questions de recherche, elles commencent la plupart du temps par enfin par un comment. Et donc pas par, quel est ou pas par, qui ou pas par, où, mais par une question qui ouvre très fort les possibles et souvent le comment est ou en quoi,
C'est le petit mot interrogatif clé dans une question de recherche-action. Alors voici quelques questions à vous poser pour vous demander est-ce que c'est adapté ou pas pour moi. Les transformations que vous envisagez, est-ce qu'il y a un changement en profondeur des pratiques? Est-ce que vous avez l'impression que c'est des changements qui vont être compliqués, qui vont être complexes à produire? Est-ce que vous avez l'impression que le contexte dans lequel vous situez votre problématique, elle doit mobiliser différents acteurs, différents enjeux, différents points de vue, différentes positions épistémologiques peut-être aussi, qui va rendre son analyse particulièrement complexe? Est-ce que votre problématique, elle appelle à une transformation sociale, éventuellement organisationnelle ou pédagogique parfois aussi? On utilise beaucoup la recherche-action en sciences de l'éducation. Est-ce qu'il s'agit d'une situation qui est assez incertaine, qui évolue, qui est mal définie? Est-ce que finalement la réponse à votre, problème, elle existe par ailleurs ou pas du tout parce que, c'est encore peu clair ou très spécifique parfois à une situation contexte, particulière? Et est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question dans votre rôle d'expert, pour pouvoir être en mesure de co-construire des savoirs avec d'autres parties prenantes? Je vous ai mis ici quelques exemples de recherche-action. Alors c'est des recherches-actions qui sont des recherches-actions qui sont menées par des équipes de recherche. Donc il n'est pas attendu que vous arriviez non plus à ce niveau de recherche-action avec, les ressources que vous offrirait la bourse, mais c'est pour, vous inspirer. Alors, c'est quoi ces principales caractéristiques, et de quelle manière dans le dossier vous pouvez, montrer que vous avez eu une attention particulière à ces caractéristiques-là? D'abord, je voulais montrer, la recherche-action, elle a un côté, une démarche assez cyclique qui va être guidée par, le changement social, une volonté de changer quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, je remets ici les étapes que je vous ai montrées sur les montagnes russes. Mais souvent, voilà, le cycle s'articule entre 4 grandes étapes, 4 grandes phases. Planifier, préparer l'action, se mettre en action, la mettre en œuvre, l'observer, documenter ce qui se passe, les changements que vous observez, les dynamiques que vous observez, les freins et les leviers que vous observez et puis, se mettre en réflexion pour améliorer cette action. Donc elle implique une démarche qui est assez flexible. Donc ce ne sont pas des étapes rigides où on démarre une étape et on attend qu'elle se termine pour commencer l'autre. C'est quelque chose d'assez itératif et surtout ces étapes, elles sont toutes guidées par la volonté d'un changement, et pas par la volonté unique de produire des connaissances. Donc vous savez, où vous démarrez, mais vous savez pas toujours où vous arrivez. Ça, c'est l'autre point, c'est que peut-être que votre idée, c'est que l'action, ça doit être un outil, j'en sais rien, un outil, internet ou un outil sur le téléphone, mais qu'en fait, peut-être que quand vous allez démarrer votre recherche-action, les rencontres avec les parties prenantes et cetera, vous allez vous rendre compte que votre idée d'action, en fait, elle est pas tout à fait adaptée et donc il y a cette idée d'être en mesure ou d'être d'accord avec le fait que peut-être vous vous trompez ou peut-être votre hypothèse initiale n'est pas, la plus adaptée. Alors voilà, là, on a mis une série de questions qui peut vous aider à savoir de quoi chaque phase est faite. Ici, la phase de planification, il y a plusieurs questions dans le dossier, on va le voir après, qui s'y rapportent. Mais l'idée, c'est quoi finalement cette situation problème? C'est quoi le problème? Il se situe où le problème et comment vous le comprenez ce problème? Qui est impliqué par cette situation et qui, du coup, va être a priori impliqué dans votre, recherche-action? Quel changement vous attendez de votre, démarche? C'est quoi votre question de recherche? Et comment vous définissez le succès de votre action? Alors dans le dossier, quand il y a le petit symbole du dossier là, c'est que c'est des questions qui vous sont posées, pardon, dans le dossier. On va vous demander de détailler le problème, en quoi il est complexe, quels changements concrets vous souhaitez mettre en œuvre, quelle collaboration vous allez, développer avec les acteurs de première ligne. Donc tout ça, c'est vraiment cette idée de montrer que vous avez réfléchi à la complexité de votre problème et que la recherche-action est adaptée en ce sens. Puis vous allez avoir une question qui vous permet de montrer que vous avez été chercher des exemples d'inspiration ailleurs. Je vais y revenir après. Mais donc vous devrez pouvoir montrer que vous avez réfléchi à la planification de votre recherche, que vous vous êtes renseigné sur ce qui existait, ailleurs.
Vous allez montrer que vous savez avec quelle partie prenante, pardon, vous allez montrer que vous avez déjà discuté de ce problème avec des parties prenantes. Donc qui avez-vous consulté, et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ces consultations? Votre question de recherche, comme je le disais, a priori, souvent, elle commence par «Comment?», mais pas forcément, mais vous avez compris que l'idée, c'est d'ouvrir la question et pas d'avoir une réponse, tout à fait, fermée. Et alors évidemment, qui comptez-vous impliquer dans votre projet, et comment vous allez le faire? Ça va être fondamental, heu, pour d'autres caractéristiques que je vais voir après. La phase d'action, quelles actions doivent être mises en œuvre pour produire les changements souhaités? Qui va être impliqué encore une fois? Quelles ressources sont à votre disposition? C'est ce type de questions qu'il faut se poser à cette phase-là. Dans le dossier, vous allez devoir expliquer, donner un plan par étape, de votre projet. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins une itération, donc c'est bien cette idée de un premier cycle et puis un deuxième cycle. Donc, quelles sont les étapes pour chaque cycle que vous anticipez, hein? C'est de l'anticipation, c'est pas forcément ce qui va se passer, on va le voir après. Et pour chaque étape, c'est quoi un peu votre idée de calendrier? Qu'est-ce que vous allez y faire? En quoi, quelle action va être mise en œuvre et qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Ce que le jury veut voir là, c'est veut voir que vous avez réfléchi en fait à cette logique de: «Je planifie, je me mets en action, je documente ce qui s'est passé et puis je retourne sur l'action pour l'améliorer». Puis il y a tout ce qui est observation, documentation. Qu'est-ce que vous allez mesurer et documenter pour voir ces changements? Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez mobiliser comme données? Quelle méthode vous allez, utiliser? Et qui va participer à cette collecte de données? Et là, même chose dans le dossier, vous devrez documenter quels changements concrets vous attendez à court terme et quel est l'impact à long terme. Donc ces questions-là, elles répondent pas tout à fait à cette phase d'observation dans le sens où on vous demande pas comment vous allez vous y prendre, mais par contre, vous pouvez le détailler dans les étapes de votre projet, hein, la question précédente. Mais par contre, vous devez bien dire c'est quoi le changement concret que vous attendez, de votre projet et ça doit donner une indication de comment vous allez vous y prendre pour, le documenter. Et puis l'analyse, comment est-ce que les données vont être analysées? Vous allez apprendre à partir des données collectées? Quelles leçons vous allez tirer? Quelles seront les prochaines étapes? Et donc là, vous avez aussi toutes les questions qui ont trait à l'utilisation, des connaissances que vous avez développées dans le cadre de la recherche-action et comment vous allez les disséminer, pour que ça ait, des effets et que ça puisse être utilisé par les personnes, qui pourraient en avoir l'utilité. Donc dans la théorie, c'est des cycles en étapes, mais comme je l'ai dit, dans la réalité, c'est un melting pot souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'itérations évidemment. Et parfois, c'est pas évident de repérer ces 2 itérations qu'on discutait tout à l'heure là, mais c'est pas très grave. C'est un petit méli-mélo de tout, mais souvent vous allez pouvoir repérer vraiment cette idée de dire: «Je me suis arrêtée, j'ai planifié avec d'autres, on s'est arrêté un instant, on s'est mis en action, on s'est intéressé à ce qui s'était passé pendant notre mise en action et puis on apprend de cette, mise en action pas pour apprendre, mais on apprend pour faire mieux la prochaine fois. Alors une autre caractéristique, je vais accélérer un tout petit peu, c'est qu'elle est collaborative et participative, vous l'avez compris. Les parties prenantes, elles sont concernées par la problématique. Elles peuvent jouer des rôles très variés. Vous avez cette échelle et je vous invite à parcourir le document qui est en dessous de l'image de l'échelle qui peut vous aider à comprendre un petit peu mieux ces différents niveaux de participation, que vous pourriez attendre des parties prenantes. C'est quelque chose que vous allez devoir, anticiper un petit peu dans le dossier aussi, je vais y arriver. Alors votre rôle, là-dedans, c'est évidemment pas d'être externe et d'être un observateur ou une observatrice externe de ce qui se passe, mais vous êtes complètement impliqué dans le processus de changement et c'est OK. On ne cherche pas à ce que les connaissances que vous produisiez aient une validité externe très forte, c'est-à-dire une validité qui peut se confirmer même sans vous. C'est pas ça l'idée de la recherche-action. L'idée, c'est que vous êtes complètement partie prenante du processus, vous faites partie de ce processus, vous facilitez les réflexions, le travail collaboratif. Vous êtes un facilitateur de changement, mais vous êtes aussi un ou une fine observatrice de ce qui se passe. Donc vous allez être un peu un guide pour les personnes qui sont impliquées. Vous allez coordonner le travail réflexif, la mise en action, hem et vous permettre aussi parfois,
à vous mettre de côté pour laisser les parties prenantes, s'approprier en fait, la recherche-action. Donc dans le dossier, comme je disais tout à l'heure, ces éléments-là, vous allez pouvoir cette caractéristique, vous allez pouvoir la montrer quand vous répondrez à la question des parties prenantes qui vont participer à votre, projet. Donc ayez une attention à quelle manière vous allez les impliquer, quel rôle ils vont avoir en termes de participation. Est-ce que vous allez les consulter? Est-ce qu'ils vont participer à la prise de décision? Est-ce que, vous allez faire des ateliers? Est-ce que vous allez faire, un questionnaire et cetera? Qui comptez-vous impliquer, dans le projet? Et puis dans le plan par étapes, on doit pouvoir voir aussi que dans vos étapes, il y a cette participation qui est visible. La recherche-action, elle est ancrée dans le contexte, donc elle est presque du sur-mesure. C'est pour ça que cette validité externe, elle n'est pas attendue de la recherche-action. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de pouvoir répliquer votre processus ailleurs. Non, la recherche-action, elle est vraiment contextualisée. Elle répond à un contexte qui est le vôtre. Tout à l'heure, vous avez vu que quelqu'un s'est concentré sur Liège, parce que d'après elle, il y avait des spécificités dans au niveau de la ville de Liège qui faisaient que, en fait, il fallait quelque chose qui soit vraiment sur mesure. Et donc, c'est important pour le jury de bien voir que vous connaissez le contexte dans lequel vous vous inscrivez, que vous le maîtrisez, que vous avez été, que vous savez les différentes composantes du contexte qui pourraient à un moment donné interagir avec votre projet. Et la même chose, vous allez pouvoir le montrer, dans le dossier à différents moments, et notamment comment vous allez disséminer vos connaissances. On va voir que vous avez, une bonne compréhension de votre contexte si on voit que dans la dissémination, vous mobilisez des réseaux existants, par exemple. Ensuite, elle est réflexive, hein, on en a déjà pas mal parlé, ce qui veut dire pour vous que vous avez besoin d'espace aussi pour cheminer et de créer des conditions qui vont être favorables pour permettre aux parties prenantes de cheminer, d'entrer, de se mettre en réflexion. Et donc ça, c'est pas anodin dans les étapes de votre projet quand vous planifiez, de penser à: «Tiens, à quel moment est-ce que moi je peux, heu, m'octroyer du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, pour planifier la suite?» et cetera. Donc accordez-vous du temps où il ne se passe rien finalement pour vous permettre, d'être dans cette, réflexivité et pas toujours d'être dans l'action. Ça, c'est le risque de la recherche-action. C'est soit d'être trop dans de la réflexivité tout seul dans son coin et alors ça redevient de la recherche peut-être plus traditionnelle, soit d'être tout le temps dans l'action sans avoir l'opportunité de se poser et d'observer ce qui se passe et de capitaliser. Je vais y revenir après. Là aussi, même chose, on va voir ce caractère réflexif dans votre question de recherche. On va le voir aussi dans vos étapes, hein. Est-ce que vous avez prévu du temps ou vous justement vous capitalisez et vous réfléchissez à comment, et ce qui se passe? Et dernière caractéristique, ça produit et ça mobilise plusieurs formes de connaissances. Donc, il y a pas juste les connaissances issues de la littérature, il y a pas juste votre propre connaissance à vous, mais il y a aussi tout ce qui va être les expériences des usagers, des publics finaux, la perception des parties prenantes, vos observations, éventuellement, aussi des intuitions qui sont très importantes en recherche-action. Et donc assurez-vous dans votre dossier que vous montrez que, vous ne faites pas juste une revue de littérature, par exemple, ou que justement vous mobilisez aussi de la littérature, que vous allez aller voir en quoi ou de vous inspirer de ce qui peut se passer et de ce qui peut se faire ailleurs dans d'autres, pays, et cetera. J'arrive aux 10 tips pour préparer votre recherche-action. Bien cerner votre problématique. Alors une problématique, c'est pas votre problème, c'est vraiment quelque chose que quand vous allez décrire votre problématique, on va tout de suite voir si vous avez fait preuve de réflexion sur c'est quoi la problématique et pas votre problème. Mon problème, ça peut être un constat que vous tirez. Le problème, il est un petit peu plus, macro, si vous voulez. On monte un petit peu sur une échelle là pour regarder le problème d'un peu plus haut et la problématique, c'est vraiment, quelque chose qui va impliquer on va voir tout de suite que votre problématique, elle nécessite d'impliquer différentes parties prenantes et elle se situe pas juste à votre niveau de pratique. D'accord? Deuxième chose, on vous suggère de vous informer, d'analyser ce qui existe et de le mettre en évidence dans votre dossier.
Donc, mettez des références, montrez que vous avez été vous renseigner sur ce qui existait pour faciliter, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la collaboration entre professionnels qui accompagnent des personnes sans domicile fixe, par exemple. Montrez que vous connaissez votre sujet, et ça, c'est rarement un problème dans les dossiers, mais montrez-le, mettez en évidence des références. Alors, en ce qui concerne le but et la question de recherche, vérifiez bien que vous avez explicité de manière très claire pour des personnes extérieures ce que vous cherchez à atteindre, le changement que vous cherchez à produire, l'objectif que vous vous êtes donné et le fait que ça reste réaliste aussi. Même chose pour la question de recherche, orientez votre question vers l'analyse d'un changement qui est en train de se dérouler parce que c'est ça que sert la recherche-action. Donc on revient à cette question du comment. Et donc c'est pas juste une question, ouais, qui vous intéresse, qui pique votre curiosité, mais ça doit être une question qui peut être intéressante pour n'importe qui peut s trouver votre question intéressante. Les changements, même chose, réfléchissez au changement que vous souhaitez avoir. Est-ce que le changement que vous souhaitez observer, c'est, la mise en place d'un outil ou c'est, d'améliorer, la collaboration? L'outil, c'est le moyen, le changement que vous voulez voir, c'est d'améliorer la collaboration. Donc, soyez attentifs à pas confondre les 2. Montrez aussi que vous avez bien, identifié qui étaient les acteurs du changement. Donc, il y a des outils qui permettent de réfléchir à ça, notamment ce petit, diagramme, en bas à droite, qui vous permet d'identifier les différentes parties prenantes qui, à un moment donné, pourraient, influencer votre problématique et la mise en action. Parfois, ça peut être des échevins, ça peut se situer en dehors de la première ligne. C'est ça que je veux dire. C'est pas parfois, il y a des personnes qui finalement ont un rôle à jouer et qu'on ne voit que si on analyse la situation dans sa globalité. N'hésitez pas à aller les rencontrer, pour bien saisir leur rôle, pour bien saisir de quelle manière ils pourraient, contribuer à votre projet. Comme je disais tout à l'heure, imaginer des espaces de dialogue et de participation, ça ne veut pas dire forcément créer des nouveaux. Parfois, il y a des réunions d'équipe où vous pourriez, vous impliquer, vous pourriez, y participer pour, à des fins de votre recherche-action. Donc il ne faut pas toujours créer des nouveaux espaces. Parfois, il y a des espaces qui existent déjà et vous pouvez les mobiliser pour votre, objectif. Sinon, il y a évidemment tout ce qui est entretien, focus group, des réunions de travail, comme je disais, les réunions d'équipe. Ce sont tous des espaces où vous pouvez chercher à mettre en dialogue des acteurs et à vous permettre de co-construire votre action et l'analyser. Pensez aussi à vos propres espaces de réflexivité, je l'ai déjà dit, hein. Prévoyez comment vous allez documenter le processus, le cahier de recherche, le journal de recherche, des échanges avec le partenaire scientifique qui peut vous permettre, grâce à ces questions et à son externalité de vous permettre de réfléchir à ce qui est en train de se passer. C'est un moment assez, intéressant pour vous permettre de monter en abstraction et de monter de regarder là ce qui se passe d'un autre point de vue. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi le téléphone pour garder des traces de ce qu'ils observent, en se laissant des mémos ou en s'envoyant des petits messages pour pas oublier quand on est dans l'action. Le monitoring et l'évaluation, décrivez bien les changements prévus, déterminez, quels changements vous voulez voir à long terme et à court terme. Nuancez bien cet aspect-là et comment vous allez vous y prendre pour l'observer. Là aussi, je vous ai mis plusieurs outils qui peuvent vous aider. Et puis anticipez et prévoyez la dissémination et de toute façon, c'est dans le dossier, on vous demande de le faire, plutôt que d'attendre la fin pour le faire. Parce que souvent, ça vous donne aussi une indication bah, voilà, si vous vous dites que tel réseau peut participer à disséminer votre projet ou les retombées de votre projet, peut-être que ce réseau pourrait justement participer à votre projet à un moment donné. Et puis small is big, ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le travail que ça demande. Il faut rester assez flexible, il faut oser se remettre en question et réajuster son projet quand on voit qu'en fait, il prend trop d'ampleur. Et si on se dit pendant, la construction du dossier que ça paraît déjà très gros, souvent ça veut dire que c'est déjà trop gros et qu'il faut réduire les ambitions. C'est un petit peu comme les enfants, quoi, quand ils sont petits,
ça va et puis quand ils sont grands, ils prennent beaucoup de place. Alors trouver un partenaire scientifique, c'est aussi une condition dans le dossier, il me semble, d'identifier une équipe ou un chercheur ou une chercheuse, en haute école ou à l'université qui peut, être un support pour vous, soit parce qu'il est spécialiste de la thématique, soit parce qu'éventuellement il a une affinité avec la thématique. Assurez-vous que le contact passe bien quand même aussi, de le rencontrer avant, et oui, d'avoir un accord de principe, pour le dossier. Voilà, désolée, j'ai rushé pour qu'il y ait un temps de questions-réponses, mais si vous voulez, il y a sur ces sites, vous allez pouvoir trouver aussi, d'autres, supports et ressources. Je redonne la parole à Isabelle. Merci beaucoup Ségolène pour cette présentation qui était très claire et très complète. Donc voilà, comme convenu, vous êtes le champ est libre pour vous pour poser vos questions. N'hésitez pas. Je ne sais pas qui veut se lancer. Je ne vois pas tout le monde. Ah voilà, je vois Julia. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. C'est la durée de cette recherche-action. Sur combien de temps on a pour mener cette recherche-action? Et la seconde, c'est par exemple, est-ce qu'une supervision peut être faire partie des frais par rapport aux scientifiques, hein, qui auraient une plus grande expérience, voilà, par rapport au Oui. public observé ou voilà. Ok. Alors, par rapport à la durée, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est mentionné dans le dossier par rapport à la durée. Je dirais, souvent c'est 1 an, mais ça peut durer plus qu'1 an ou 2 ans aussi. Tout dépend de mettre en équilibre et en relation ce que vous voulez faire, le budget et ce qui est réaliste de faire sur le temps que vous nous proposez. Donc, je dirais, on vous laisse déterminer la durée dont vous avez besoin. Ça va? On met juste un point de départ, c'est qu'on voudrait que pour mi-2027, vous ayez commencé votre projet. Et donc, que ce soit sur du moyen terme, court terme, quoi. Enfin 1 ou 2 ans, C'est tout à fait pour une réaliste. recherche, finalement, c'est un petit moyen, un petit terme, c'est pas du long terme. Non, 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 on n'est pas parti Oui, sur 5 ans, voilà, effectivement. voilà, Il faudrait que vous arriviez, vous atterrissiez un peu plus vite que ça. Mais c'est voilà. le temps dont vous pensez avoir besoin par rapport à la proposition que vous faites et qui soit réaliste par rapport au budget que vous proposez ou Oui, demandez. tout à fait. Ça va? Merci. Et alors, la deuxième question, c'était par rapport, est-ce que le montant de la bourse peut aussi servir pour du soutien scientifique ou du moins pour le pilier scientifique? Oui, mais ça doit rester quelque chose de petit par rapport à la demande que vous faites. Ça doit être vraiment rester très proportionné. Ça doit être une petite part de... Parce que sinon, on n'avait plus de budget pour faire votre recherche. Oui, 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 tout à fait. Ça va? J'avais encore une petite question. Si le public concerné, enfin, là, vous parliez souvent d'adultes ou de personnes qui savent communiquer leurs besoins, si ça concerne plutôt un public, ben, par exemple les bébés ou par exemple des personnes démentes, enfin, du coup, leur consentement, comment on l'amène dans le dossier finalement voilà, c'est le C'est Colin. consentement de qui? Oui, 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 oui. Oh, oui, bah, ça, c'est des questions, très intéressantes à se poser et qui montrent que déjà il y a une réflexion sur le sujet. Évidemment pour les bébés, ça passe a priori directement par leur famille, mais mais s'il n'y c'est a pas de famille, en fait, ici, ce qu'il faut et ça a été une question qui a été posée aussi aux précédentes, éditions, il n'y a pas vraiment besoin d'un comité d'éthique, dans le sens protocolaire du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un accord d'un comité d'éthique dès lors que vous n'allez pas publier enfin, sauf si vous voulez publier dans une revue scientifique. Mais donc l'accord formel d'un comité d'éthique, il est nécessaire pour une publication, mais ça, vous pouvez en discuter avec votre partenaire, scientifique. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser des questions par rapport à, l'éthique de votre pratique de recherche-action. Mais tout comme vous avez une éthique dans les sciences infirmières et cetera. Et donc à vous de voir en fonction du contexte, est-ce que c'est des enfants en pouponnière? Et dans ce cas-là, il faut voir avec la direction, de la pouponnière comment est-ce qu'elle est à l'aise ou pas
de vous permettre d'avoir accès à ce terrain de recherche-là, qui sont les parties prenantes de la vie d'enfants pouponnières. Enfin, prends un exemple des pouponnières, mais Il y a aussi en maison de retraite, enfin, ou dans les, pour la démence, enfin, pour aussi des adultes, enfin, il y a plusieurs types ou pour des personnes avec un handicap cognitif grave, ou, Mhm, mhm. enfin, voilà, tout ça, voilà. Est-ce que, du coup, il faut une preuve clinique, par exemple, d'évaluer, est-ce que la personne semble OK, Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez voir avec la structure dans le cadre de laquelle vous faites de la recherche-action et les structures avec lesquelles vous allez collaborer sur le d'accord, terrain. Il n'y a pas OK, d'accord formel nécessaire ici. Alors, je merci. vois une autre main levée. Je ne vois pas tout le monde, donc je dirais, allez-y, si la place est libre, lancez-vous. Sophie Golden. Ah, Bonjour. Du coup, nous, on a deux petites questions. La première, c'est qu'on a du coup un groupe de travailleuses de terrain dans le milieu des assuétudes et de la précarité. Et donc, c'est un groupe qui se réunit déjà depuis un certain temps. Et on est déjà dans une recherche-action sur comment accompagner mieux les personnes consommatrices ayant vécu des violences sexuelles. Et en fait, cette recherche-là, on aimerait partir dans un autre projet qui serait de créer un outil, un protocole, une formation qui permettrait justement de mieux accompagner les personnes et de mieux outiller les professionnels. Est-ce que le fait qu'on ait déjà fait une partie du travail, mais qu'on se lance dans la continuité de ça, est-ce que c'est un frein pour répondre à cette bourse ou pas? j'entends que vous voulez développer un outil. Ce n'est pas vraiment une recherche-action, enfin, en tout cas, pas dans le sens dans lequel je pense qu'on le comprend. Vous avez déjà probablement fait la recherche-action et maintenant vous voulez poursuivre ça. Donc, ça n'entre pas tout à fait dans le cadre des bourses. Sauf que nous, souvent, comment on fait, c'est qu'on fait avec les personnes exactement des focus group, etc. Et on précise un peu quel type d'outils, quel type de processus on voudrait faire avec elles. Et donc, c'est comme ça qu'on agit et qu'on fonctionne d'habitude, avec des allers-retours avec les personnes concernées, avec les professionnels, pour construire ensemble quelque chose qui serait le plus proche de nos réalités, des besoins des personnes accompagnées. Et donc, je trouve que dans ce cadre-là, ça pourrait quand même rentrer, il me semble, dans certaines conditions que vous avez exposées. Et l'aspect collaboratif, mise en place de nouvelles. Bon, vous avez déjà une collaboration qui existe, j'entends. Donc, alors, vous êtes dans le deuxième schéma, c'est mise en place d'une nouvelle collaboration innovante, donc une soit avec des nouvelles parties prenantes, des nouvelles personnes. Je ne sais pas si là, il y a quelque chose où vous vous positionnez. Et Ségolène, n'hésite pas à intervenir aussi. Mais voilà, moi, je ne vois pas directement en termes de. Quand je regarde les critères d'éligibilité de la bourse, je ne vous vois pas dans ce cadre-ci entrer directement. À moins qu'on soit une nouvelle boucle, qu'on soit dans une troisième, quatrième Vous, boucle. vous poursuivez un projet qui est déjà en route, donc non. C'est ça. Je pense que là, il y a quelque chose qui ne se met pas tout à fait. Dans ce cadre aussi, les bourses, il y aura peut-être dans d'autres projets du Fonds d'autonomie de Koning des possibilités, mais dans ce cadre précis, vous ne cochez pas les critères pour participer. Je pense que vous devez réfléchir. Ça dépend vraiment de la manière dont vous le présentez. Si tous ceux qui sont ici autour de la table ont probablement déjà eu une pratique réflexive qui les amène à venir ici. Donc c'est normal qu'il y ait un passé à votre idée, que vous ayez un contexte préalable qui peut avoir été réalisé dans le cadre de ce que vous dites être une recherche-action, par exemple. Mais il dit ici, essayez de réfléchir à la manière dont votre idée rejoint l'intérêt de la bourse et les critères d'éligibilité de la bourse, plutôt que de vouloir voir la continuité. Mais c'est normal que la bourse vous permettrait à l'une de vous de soutenir une démarche déjà en cours ou des questions qui se posent dans votre pratique actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est ça le but, c'est de soutenir une personne à approfondir un sujet ou un thème ou une question qui en lien avec la collaboration et qui est difficilement fait dans le cadre de sa pratique actuelle. Et donc Ok. ça permet de soutenir ce Et alors, cheminement. une autre petite question. La personne auquel on pense sans doute pour répondre à cet appel à une bourse, c'est une personne qui fait de l'éducation permanente.
mais qui seraient au contact du coup d'infirmiers, éduques, AS, travailleurs sociaux, sociales. Est-ce que ça peut être considéré comme de la première ligne ou bien il faudrait que ce soit une autre personne de notre groupe? Mais en fait, ici, quand vous dites éducation permanente, on entend plutôt training qui donne des formations. C'est quelque chose comme ça que vous mettez, c'est ça un peu le job description, si je peux dire. Non, non, éducation permanente en axe 1, animation. Donc, c'est des animations à destination des adultes et qui ont pour vocation de poser des questions politiques et de changement social. Non, c'est pas vraiment. Moi, je considère pas ça comme de la première ligne. Je regarde mon collègue aussi parce qu'on est deux ici. Est-ce que tu... Non, Non, hein, non, 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 c'est pas vraiment la première ligne, ça. Ok, Ok. Donc voilà. merci. Mais voilà, je crois qu'il y a matière à réflexion, mais si vous permettez, on va passer à d'autres personnes. On est joignable. N'hésitez pas à nous revenir. Euh, je vois une autre. Tu sais identifier qui c'est, toi? Ouais. Voilà. Si quelqu'un Stéphanie. d'autre veut. Stéphanie. Allez, Stéphanie, vas-y. Vous mettiez dans les critères d'éligibilité d'être sur le terrain depuis au moins 3 ans. Est-ce que c'est sur les 3 dernières années ou pas? Parce que moi, dans mon exemple, je suis médecin généraliste depuis 2012, mais je suis partie en 2021 jusqu'en novembre 2024 travailler en Espagne. Et là, je suis de retour, mais donc j'ai pas sur les 3 dernières années. Ok. Non, non, non. On n'est pas. Non, à ce niveau-là, on est flexible. Vous avez suffisamment d'expérience du terrain. Et Ok, voilà, tout le monde peut faire à un moment donné un break pour des raisons multiples. d'accord. Ici, vous avez repris une activité et vous en aviez une depuis de longues dates avant. Donc, il n'y a pas Oui, de souci, vous êtes éligible. ok, super. Merci. Voilà, avec plaisir. Voilà. Iris Koutouzis. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant, oui, la première ligne aussi. Est-ce qu'un kiné à l'hôpital est considéré de la première ligne? Alors là, c'est toujours là. En fait, il faut vraiment avoir une pratique privée en dehors de l'hôpital pour être Ok, vraiment considéré comme première ligne, parce que sinon, après, ok, c'est toujours un peu flou comme distinction, parce que il est difficile d'imaginer que vous n'avez pas aussi des clients, des patients de l'hôpital et ainsi de suite, potentiellement. ok. Et alors, si c'est une collaboration, est-ce que la personne principale peut être un kiné indépendant dont la pratique est principale, est tout à fait en indépendante, et avoir une collaboration avec un kiné qui a travaillé en hospitalisation, par exemple, pour créer des ponts de collaboration. Dans cette collaboration, est-ce que toutes les collaborations doivent être de première ligne ou est-ce qu'on peut avoir de la première ligne et de la seconde ou si pas de la seconde, en tout cas privé, hospitalier, voilà. Ouais. Le principal, le noyau, je dirais, collaboratif doit être de la première ligne. Mais on ne peut Ok, pas exclure qu'effectivement, à des moments particuliers du projet, vous voulez inclure des réflexions avec d'autres parties prenantes qui pourraient ne pas être exclusivement de la première ligne. Mais il faut que la collaboration, il faut que le noyau soit de première ligne. Et donc le budget alloué à la personne qui fait la demande, il correspond à un équivalent temps, à quoi comme équivalent temps plein? Et est-ce que le budget est principalement pour cette personne, pour quelque part la rémunérer pour faire cette recherche, ou est-ce que dans le budget, il peut être imparti à autre chose? Alors, ça, c'est à vous de décider dans la demande, mais bon, voilà, on propose un budget qui permet de libérer du temps dans votre pratique, parce que peut-être que vous allez devoir vous faire remplacer pour ça. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut servir aussi à la dissémination, à l'implémentation, ça peut servir à accéder à des bases de données, à de l'organisation de réunions. Donc là, le budget, on vous laisse, je dirais, le formuler de la meilleure façon en fonction des besoins que vous avez. On a eu précédemment la question si ça peut aussi, pour une petite partie, contribuer à la rémunération du soutien scientifique. Donc voilà, c'est le budget dont vous avez besoin pour pouvoir mener cette action et qui peut être de différentes natures. Ok. Ça va, j'ai répondu à votre question? Oui, 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 oui. Je pense pas en avoir d'autres. Ok. Non, Voilà. Je merci. propose que s'il y a des questions vraiment plutôt recherche-action, que éligibilité, on peut toujours vous répondre par mail ou se contacter par la suite, mais peut-être focaliser sur tout ce qui est la présentation de Ségolène, s'il y a vraiment des questions très concrètes encore. Oui, voilà, Laurence, on vous écoute.
Oui, je vais juste, ce sera pas sur la présentation de Ségolène qui était très claire, je pense, pour moi en tout cas, mais j'avais quand même juste une question. Donc, vous disiez, c'est pas des projets de recherche donc, qui sont portés sur 5 ans, mais est-ce que ça peut être quand même un projet qui amorce une dynamique qui doit s'inscrire sur le temps long? Parce qu'en fait, dans une perspective même de changement, etc., est-ce que ça peut être la constitution d'une dynamique ou d'un noyau, ou d'une collaboration entre professionnels? Donne lieu qui se met en place par exemple sur 1 an, mais qui en fait, le projet en fait s'établirait sur du plus long terme. Oui, très bien. À partir du moment où vous avez dans ce mécanisme cette réflexivité que vous avez l'occasion de déjà mener sur la période sur laquelle vous allez soumettre un projet, 1 ou 2 cycles de réflexion, mais oui, ça peut être une sorte de pilote en quelque sorte, si on peut parler comme ça. Et la deuxième question, c'est si on pense que septembre c'est trop tôt, est-ce que c'est des appels qui ont lieu tous les 2 ans, tous les ans, comment ça se passe? Alors, on lance cet appel tous les ans. Donc, voilà. Très bien, Si voilà, vous pensez merci. ne pas être prête pour cette fois-ci, il y aura une autre chance. Ça va très bien. Merci. Voilà. Merci, je n'ai pas d'autres questions. C'est le moment. Si on n'en a pas, Non. donc nous sommes toujours joignables via mail. La présentation sera vous envoyée, l'enregistrement également. Mais je vois qu'il y a Une une question. dernière question de Caroline, on vous écoute. Oui, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est une petite question par rapport à la dissémination. Donc, vous avez parlé de le fait de ne pas trop la retarder. J'imagine dans l'idée de la boucle itérative, c'est on est dans la recherche, on est dans l'action, et puis on peut déjà un peu divulguer des informations. Il n'y a pas de support particulier privilégié, en fait. On peut utiliser les supports qui conviennent le mieux au projet qu'on va présenter, c'est ça? Oui, Ségolène, tu veux Ok. prendre la parole par rapport à ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, par exemple, je prends l'exemple de l'outil pour la collaboration interprofessionnelle des personnes sans domicile à Liège. En fait, ça va être réfléchi pendant vos cycles C'est ça. de comment et à qui on veut disséminer. Et j'imagine que puisque le projet va se transformer en cours, nous, on peut vous donner des idées qu'on a donc de projection de comment ça va se dérouler. Et donc, on ne doit pas s'arrêter sur une idée à chaque fois. C'est juste pour vous montrer un peu le panel de créativité, entre guillemets, qu'on va mettre en œuvre. Je En fait, préfère poser la question maintenant plutôt que de réfléchir la veille de la remise du dossier et En fait, d'hésiter. disons que le dossier, il ne sert pas a posteriori de vérifier que ce que vous avez dit dans votre dossier D'accord. a été fait tel quel. Ça Le semble logique. dossier, il sert au jury à juger de votre projet, de voir si vous allez dans le bon sens, si vous allez dans le sens qui est attendu par le jury, et que vous avez pris le temps de réfléchir à cette planification. Sinon, vous allez vous retrouver la veille de démarrer sans repère. Donc, ça constitue des repères, mais pas un cahier des charges. Parfait. Merci Ça va? beaucoup. Merci. Voilà. S'il n'y a plus de questions, ben voilà, on vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir peut-être de vous rencontrer au mois d'octobre si vous avez soumis un dossier d'ici là. Bonne journée à tous et merci pour votre Au participation. revoir.